Bonjour les gens. Aujourd'hui, je voudrais parler de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup, alors que je ne suis pas censée du tout être le public cible. Enfin, vu le succès planétaire de la série, je suis loin d'être la seule adulte à aimer ce dessin animé pour enfants. Ça a fait longtemps que je voulais faire un bilan de ce que j'ai retenu des 5 premières saisons. Comme la suite va bientôt sortir, c'est un peu tard, mais tant pis. Donc bien sûr, spoiler à venir sur l'intégralité de Miraculous. La première chose qui frappe, c'est qu'un épisode de Miraculous ressemble pas mal dans la forme à un épisode de Code Lyoko, un dessin animé qui date d'il y a 20 ans déjà. Comme dans Code Lyoko, il y a une peste qui profite de la position de son père pour rendre la vie infernale à tout le monde. Comme dans Code Lyoko, les héros affrontent un monstre envoyé par le méchant. Comme dans Code Lyoko, à la fin, tous les dégâts causés sont annulés. Coïncidence ? Ah bah non. D'ailleurs, ce t-shirt me fait toujours penser à Xana. Ah oui, techniquement, c'est pas le même logo. Ça ressemble plus aux RBW. La vraie référence à Xana, c'est cet amok qui s'appelle Axan. Voilà pour la forme. Et qu'en est-il du fond ? Miraculous est et reste un dessin animé pour enfants, avec une histoire qui s'efforce de rester simple. Et ça, c'est un peu agaçant pour la spectatrice adulte que je suis. Malgré tout, les auteurs traitent leur création avec un grand sérieux, et ils ont pris un grand soin à la création de l'univers et des personnages. Et mine de rien, ils abordent parfois des sujets plus graves, sans jamais casser l'humour qui caractérise la série. Et ça, c'est satisfaisant pour la spectatrice adulte que je suis. Voilà pour les qualités. Des épisodes bien rythmés, un humour qui fait mouche, un univers soigné, et des références plus ou moins évidentes à la pop culture. C'est ce genre de petites choses qui attirent les spectateurs de tous âges, et selon moi, ça explique le succès de la série. Et pour les défauts, en gros, il y en a 2. D'abord, c'est très long. 5 saisons, plus quelques épisodes spéciaux pour un seul arc narratif. Et ensuite, les thèmes plus sérieux ou plus complexes sont esquissés mais jamais approfondis. La série s'efforce toujours de rester légère et simple car destinée aux enfants, et donc elle n'exploite pas le potentiel apporté par ces thèmes plus complexes. Et comme ça, parfois la série laisse des blancs et n'explique pas tout. Par exemple, elle ne remet jamais en question les actions de son héroïne, même quand elle fait de la merde. Et ça lui arrive. Bon, en même temps, devoir gérer toutes les responsabilités qu'elle se prend dans la figure alors qu'elle a même pas 15 ans, c'est dur. Et c'est impossible de savoir si les auteurs ont juste préféré éviter la complexité ou s'ils l'ont fait exprès pour que le spectateur s'interroge et propose ses propres interprétations. Alors maintenant, entrons un peu plus dans le détail. La saison 1. J'aurais pas grand chose à en dire, elle est principalement constituée d'épisodes indépendants, ce qui servent à montrer tous les personnages secondaires. Il y a bien 2-3 éléments qui joueront un rôle bien plus tard dans l'histoire, mais on va pas entrer dans les détails. Seul le double épisode de fin de saison est intéressant puisqu'il raconte la genèse de l'histoire, l'origine du pouvoir des héros. Comme dans Code Lyoko d'ailleurs. Bon après je suppose que c'est normal de procéder comme ça, ils font une première saison pour voir si un public adhère afin d'obtenir l'autorisation et les fonds pour faire une suite. Donc cette saison est là pour nous présenter la base de l'histoire, et cette base, c'est le chassé-croisé amoureux entre les deux héros, empêchés d'être ensemble par 1. Leur rôle de super-héros, et 2. L'incapacité totale qu'a Marinette de parler clairement de ses sentiments. C'est d'ailleurs le running gag de la série. C'est bien trouvé et bien mis en scène, et c'est très drôle au début, mais ça traîne tellement en longueur que ça en devient vraiment casse-pied. Et ça devient même un peu malsain quand on se rend compte que Marinette est en fait une grosse stalkeuse. La série présente toujours ce fait de façon tellement exagérée que c'en est comique, mais elle ne fait jamais ressortir le côté problématique de ce truc. C'est l'un de ces cas où la série ne dit pas tout, et laisse le spectateur s'interroger sur l'aspect moral de l'histoire. C'est donc à la saison 2 qu'ils commencent à raconter l'histoire qu'ils ont vraiment envie de raconter. J'ai même l'impression que la saison 1 a été conçue pour attirer un public enfant, et la saison 2 pour attirer un public plus âgé. En effet, la trame principale de cet arc est mise en place, et certains personnages deviennent plus nuancés, un peu plus complexes. Ainsi, dès le premier épisode, on nous révèle l'identité et les motivations des méchants. Et des méchants qui ne sont pas manichéens. Le souhait du papillon est de ramener sa femme à la vie. C'est intelligent, car ça ouvre une question morale. Son objectif n'est pas maléfique en soi, c'est lui qui a choisi la voie du mal pour l'accomplir, ce qui est très très discutable, mais est-ce qu'on ne devrait pas le laisser réaliser son souhait et être heureux ? Ça ouvre une question morale, parce que si on peut être d'accord avec le méchant, il faut que les héros aient une bonne raison de le combattre. Et donc les auteurs ont décidé que le principe d'équivalence de Full Metal Alchemist s'applique dans ce dessin animé. Il faudrait donc, pour qu'une personne ressuscite, qu'une autre meure. Et ça règle la question morale, d'une façon à la fois simple et satisfaisante. Et sa complice Nathalie était perdument amoureuse de lui, à en mourir. Le papillon aurait donc mieux fait de refaire sa vie avec elle, et il aurait été heureux avec son fils. Et il n'y aurait pas eu d'histoire en fait, donc finalement, heureusement que le duo des méchants est juste aussi mauvais en amour que le duo des gentils. D'autant plus que le papillon est le père de Chat Noir, et à jouer les super vilains, il semble qu'il pourrait perdre sa relation avec son fils adolescent.
Alors, il s'avère que non, parce que pirouette magique à la saison 5, Adrien aurait été incapable de se rebeller. Mais là encore, un thème plus mature est montré sans jamais être vraiment approfondi. Comment les mauvaises décisions d'un adulte impactent la vie des enfants. Enfin moi, tout ce qui m'intéressait, ça aurait été de voir la tête d'Adrien quand il l'aurait appris. Je suis ton père. Alors je voudrais détailler certains personnages. Chloé Bourgeois, c'était sans rire mon personnage préféré pendant un moment, parce qu'elle est et elle reste une peste horrible, mais elle devient aussi une super-héroïne, et ça m'a plu cette contradiction dans le personnage. Et quand on voit sa mère... Eh bien, une fois de plus, Chloé vient de faire la démonstration qu'elle n'a véritablement rien d'exceptionnel. Elle a de qui tenir. Pardon, je veux dire, aucun enfant ne devrait entendre ça. Donc, c'est le personnage de Chloé qui gère le thème difficile du rejet, d'abord par sa mère, ensuite par Ladybug qui ne veut plus lui confier de Miraculous. Ça lui donnait un peu de profondeur, et j'avais l'espoir qu'elle devienne un personnage plus ambigu, parfois antagoniste et parfois allié. Mais ce n'est pas ce que les auteurs ont choisi. Plutôt qu'un arc de rédemption, chose qui est devenue assez classique dans les dessins animés pour enfants-ados, ils ont choisi de faire complètement sombrer le personnage. Elle rebascule du côté obscur et à la fin elle perd tout, il ne lui reste que ses yeux pour pleurer. Le mentor. Le personnage du mentor, c'est un stéréotype classique dans les histoires où les héros sont jeunes. Il enseigne et partage son expérience. Mais Miraculous détourne le stéréotype. Ici, on a un mentor quasiment absent. Il refile ses bijoux magiques à 2 enfants qu'il ne connaît pas et il s'en va sans vraiment veiller sur eux. On apprend aussi que c'est lui qui a perdu les Miraculous du pan et du papillon, et donc tout ce bazar est un peu de sa faute. Enfin, il possède une boîte où il reste une bonne quinzaine de bijoux magiques. Il aurait pu anticiper et former tout un escadron de super-héros dès le début, mais il décide de les laisser se débrouiller juste à 2. Quand de nouveaux Miraculous sont distribués, c'est l'idée de Ladybug, pas la sienne. Et le jour où le papillon trouve le moyen d'invoquer plusieurs Akuma d'un coup, voilà sa réaction. J'ai toujours su qu'un jour Papillon comprendrait toute l'étendue de son pouvoir, c'était inévitable. Donc il savait, et il les a laissés volontairement dans la merde. Et bah bravo, incompétent va. La mort du mentor, c'est aussi un événement classique qui force les héros à progresser. Mais là encore, Miraculous détourne le stéréotype. Comme ça reste un dessin animé pour enfants, la mort de Fou à l'écran aurait sûrement été jugée trop violente. Donc les auteurs ajoutent une embrouille sortie du chapeau. Il perd la mémoire en renonçant à son rôle de gardien, donc il n'est plus une cible pour le papillon, donc pas besoin de le faire mourir. Il peut prendre sa retraite et retrouver l'amour de sa vie alors qu'il aurait pu la contacter bien avant. En fait, ils sont tous nuls en amour dans ce dessin animé. Bref, c'est marrant parce que c'est tellement flagrant que ça en devient mignon, et on n'en veut même pas aux auteurs, même si c'est un petit peu ridicule. Ah tiens, il y avait lui aussi en figure possible de mentor. Il apparaît tellement peu que je l'avais oublié. J'ignore totalement si c'est volontaire de la part des auteurs ou s'ils l'ont oublié aussi. Et vient le moment de parler de mon personnage secondaire préféré, c'est Zoélie. C'est un personnage qui est vraiment bien écrit, et c'est le seul personnage secondaire de toute la série qui a une vraie évolution. Donc au départ, c'est une ado peu sûre d'elle, mal dans ses baskets. Petit à petit, elle gagne en assurance, elle se laisse plus marcher sur les pieds, en particulier par sa demi-sœur. Dans la saison 5, on apprend qu'elle déclare sa flamme à Marinette. Alors pour moi, c'était pas trop une surprise, déjà parce que Twitter me l'avait salement spoilé, et aussi parce que la série laisse quelques indices à ce sujet. Mais pour faire cette vidéo, j'ai revu le premier épisode avec Zoé, et j'ai réalisé qu'en fait, dès le premier épisode avec Zoé, tout le personnage était déjà entièrement écrit. Donc, la scène de la rencontre avec Marinette, bon, elle est clairement écrite dans le cliché du coup de foudre. Bon, ici c'est un coup de tête. Ensuite, on mentionne que Zoé avait une seule amie, mais une amie qui lui a écrit I love you, quand même. À la fin de la scène, elle arrive à choper le numéro de téléphone de Marinette, bien joué. Ensuite, elle a cette discussion avec Monsieur Bourgeois. Quels sont tes rêves, hein? Au départ, je voulais être actrice. Je joue bien la comédie, mais je me suis rendu compte que je faisais que ça. Je jouais toujours un rôle pour plaire à tout le monde, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Je voudrais être acceptée telle que je suis, la vraie moi. Et je sens que je vais encore devoir cacher qui je suis ici. À la fin de laquelle, elle met ses baskets, donc ses sentiments quelque part au placard. Et à la fin de l'épisode... Mais un jour, j'en ai eu assez de jouer la comédie, et tout le monde s'est retourné contre moi. Je sais que je suis différente, et je comprendrais que vous ne vouliez pas de moi comme amie. D'ailleurs, dans un autre épisode, elle joue à un film amateur et elle a cette réplique. Tu as beau me détester, moi je t'aime, et je t'aimerai toujours. Ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu il y a très longtemps. Je t'aime et je t'aimerai toujours.
Et bien sûr, le contexte est tout à fait différent, mais je suis sûre qu'ils ont fait une référence à Sailor Moon et c'est bien joué, c'est bien placé. La saison 5 s'annonce d'elle-même comme la dernière de cet arc narratif. Le papillon s'est arrangé pour être cataclysmé, Nathalie se meurt d'avoir utilisé le Miraculous endommagé du Pan par amour pour Agreste. Les méchants sont condamnés et ne survivront pas à la fin, sauf miracle. Pardon, mauvais jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Cette saison est de très bonne facture, mais elle est menée d'une façon un peu bizarre, elle traîne en longueur, et elle introduit plein d'éléments qui pourraient être décisifs pour la fin, mais qui se révèlent tous être des fausses pistes. En vrac, les éléments qui sont introduits dans cette saison 5 et qui ne mènent à rien. Nino forme un groupe de résistance pour aider Ladybug et Chat Noir, et à la fin de l'épisode, ils y invitent Gabriel Agreste, pire idée du siècle. Est-ce que ça sert les plans du papillon par la suite ? Non. Nathalie se dispute avec Gabriel, c'est assez réjouissant à voir, mais est-ce qu'elle le trahit pour autant ? Non. Madame Tsurugi, pareil, Lila, presque pareil. En fait, au fil de la saison, le papillon perd ses soutiens. Ça aurait pu être chouette de les voir tous se retourner contre lui au moment crucial, mais non. Les Lucky Charms peuvent devenir un bouclier contre les Akuma ? Cool. Est-ce qu'on voit ça plus de 20 secondes ? Non. Lila obtient d'une Nathalie hypnotisée toutes les informations compromettantes sur Gabriel Agreste. Elle pourrait méchamment le faire chanter, mais non. Ce qui lui sert à la fin, c'est l'ordinateur portable qu'elle vole à Madame Tsurugi, et il faudra m'expliquer comment un ordinateur de fonction des entreprises Tsurugi permet de contrôler le système de sécurité de la maison Agreste. Oui, je sais, c'est le fabricant, mais ça marche pas comme ça, la sécurité informatique. Ça fait une saison que Lucas connaît l'identité de Ladybug, et est-ce que ça sert ? On va dire que ça sert pendant 2 minutes, et il n'y a même pas de vraie tension. Il balance un gros secret concernant la naissance d'Adrien et de Félix, et sûrement Kagami aussi. Ils sont nés grâce à la magie du Miraculous du Pan. Et qu'est-ce qu'ils font de cette info de fou ? Rien. Ça, j'espère qu'on en reparlera dans la suite, parce que ça a trop d'importance pour Adrien, qui est le seul à ne pas être au courant. Et en même temps, je me dis qu'ils vont pas le faire. Premièrement, parce qu'ils s'efforcent de garder une histoire simple. Deuxièmement, parce qu'en fait, cette histoire est réglée à la fin de la saison. Adrien, tu es le seul à pouvoir décider de ce que tu as envie de faire de ta vie. Et il y a peut-être là un message. Chacun doit pouvoir construire sa vie comme il l'entend. Bon, je critique, mais le final dans tout ça ? Eh bien, le final, il est réussi. Ça se termine de la façon la plus logique qui soit. Ladybug remporte la victoire morale, Gabriel Agreste décide finalement de faire ce qui est juste et il se sacrifie. Mais il fait quand même un vœu. Depuis le temps qu'on en parle, il fallait bien qu'on voit enfin ce qui se passe quand on utilise le pouvoir ultime. Donc, un dragon qui exauce les souhaits apparaît. Oui, je sais, c'est pas un dragon, mais pour moi, si ça exauce les souhaits, ce sera toujours un dragon. Et il s'appelle Gimme. Désolé, mais il fallait que je le fasse. J'ai un peu regretté que Chat Noir soit absent du final. C'est un personnage principal et il se retrouvait évincé de sa propre série. Mais c'était nécessaire pour éviter qu'il apprenne que son père était le grand méchant depuis le début. Ça aurait été extrêmement cruel pour lui. Certes, j'ai pas eu la référence à Star Wars que je voulais. Mais c'est pas grave, c'est bien mieux comme ça. Bon, pour le reste, je sais pas, je vais juste citer des trucs en vrac. Saison 2, épisode final, les 2 héros sont submergés par une invasion de monstres. Heureusement, le peuple de Paris participe à la bataille en dressant une barricade. Oh, elle vient de casser ses lunettes là ? Je te demande de t'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est la révolution citoyenne du peuple de Paris qui a repris aux bourgeois les clés du pouvoir. Oh, ils se prennent pour Marvel maintenant. Ils copient le thème musical du MCU et tout. Le Miraculous Cinematic Universe. Et ça fait le 3e MCU à ma connaissance, ça commence à faire beaucoup. Ah, et maintenant en plus ils se prennent pour Disney. Et le meilleur pour la fin. Grâce à la grenouille, plus personne n'a la trouille.